Et la voix du 19h45 de M6. Il reçoit également les grands témoins de notre époque, qu'ils soient scientifiques, artistes ou sportifs, dans son rendez-vous sur RTL, Les 1001 vies 2. Il est journaliste, présentateur, mais aussi auteur prolifique. Xavier Demoulin vient de sortir son 13e roman et il est mon invité dans l'interview qui a du chien parce qu'il a une relation toute particulière avec les animaux. Salut Xavier. Salut. Bienvenue. Merci Hélène. Et merci de nous accorder un peu de temps dans ta vie à 100 à l'heure. Non, mais 100 à l'heure, 100 à l'heure. Non, mais c'est bien de prendre le temps. Il faut créer du temps. Oui, mais quand même. On peut créer du temps. Il y a plein de gens qui me disent, oui, moi j'ai pas le temps de faire tout ça, etc. Mais je dis, parce qu'en fait, pose-toi juste la question de savoir si tu veux vraiment faire. Et si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, tu crées du temps. En fait, c'est par le désir et par l'envie que le temps se crée. Donc là, tu avais envie de venir ici dans l'interview qui a du chien. Exactement. Pour défendre les animaux. Pour défendre les animaux et parler des animaux. Pas des animaux. Puisque dans toute ta semaine, avec le 19h45 qui cartonne sur M6, donc le nouveau livre qui vient de sortir, Le chemin des gens perdus aux éditions Flammarion, tu es en pleine promotion, et bien tu as aussi 2-3 matins par semaine que tu passes avec les chevaux. Ouais. J'ai envie que tu nous emmènes tout de suite, justement, Xavier. Tout de suite, avec les chevaux. Qu'est-ce qui se passe le matin avec les chevaux? Il faudrait vraiment que tu viennes voir, mais vraiment avec plaisir. Venez tous voir. C'est parce que c'est la magie, une magie qui opère, parce que je monte des chevaux de course à l'entraînement le matin. La particularité, c'est que c'est très tôt. Surtout dans ces temps-là, avec la chaleur et tout, on est à 5h à l'écurie. Ah oui. Et on peut être à 5h30 à cheval quand il y a des très grosses températures. On fait très très attention avec le dérèglement climatique, les changements de température, les chevaux. On fait tout pour qu'ils soient vraiment dans un cocon, qu'ils soient bien. Et donc voilà. Et sinon, en temps normal, température normale, on arrive vers 6h à l'écurie. On est à 6h30 à cheval pour ce qu'on appelle le premier lot. Il y a 4 lots par matinée. Et puis là, c'est une connexion avec l'animal d'abord et avec la nature. En fonction des saisons, l'hiver, on est dans le noir. On a des petites lanternes, donc on monte les premiers lots dans la nuit avec à la bougie carrément. Et puis plus les saisons changent, on voit la nature se transformer. Le printemps arrive, le soleil se lève de plus en plus tôt, et là on voit le soleil se lever, les sunsets, etc. On le voit aussi l'hiver, le soleil se lever bien sûr, et donc on prend un bain de nature. Et une reconnexion, et moi c'est ce que je dis, je passe au pressing quoi. Quand on présente les infos tous les soirs du lundi au jeudi, où on voit l'époque horrible, les choses atroces. J'ai pas de faire la liste, mais tu la connais, tout le monde la connaît, elle est très longue, et que il y a cette possibilité de se retrouver à cheval dans une écurie un matin, que ce soit à Maison Lafitte, chez la famille Lerner que je salue, ou à Chantilly chez Marcel Roland que je salue aussi. C'est une chance énorme de pouvoir vivre ça, et ça permet de se rendre compte que, et je le dis souvent, mais c'est bien de le répéter, que l'époque elle est horrible peut-être pour beaucoup évidemment, et globalement avec les tensions internationales, les guerres à la porte, la pauvreté, etc. Mais pas le monde. Le monde il est beau. Et il ne tient qu'à nous d'avoir ces moments-là. Oui, le monde il reste beau si on prend le temps de pouvoir justement s'en rendre encore compte, comme tout va très vite, tout est speed, etc. Là il y a un moment où on se rend compte qu'on mélange tout, l'époque et le monde. Non, l'époque elle aide, mais le monde reste beau. Oui. Je veux dire, les changements de saison dont je te parle, un cheval l'hiver avec le froid, la brume, la mer de brume, les paysages changeants, la connexion avec l'animal. Donc les animaux, la nature nous rappelle que le monde est beau. Et ça permet de garder espoir et de se régénérer aussi quand on a des métiers un peu speed, stressants, et qu'on passe sa journée dans le négatif. Oui. Alors tu dis que tout va très vite aujourd'hui, mais la façon dont tu montes aussi les chevaux, oui, là aussi c'est de la vitesse. Oui, mais c'est de la vitesse, d'abord on les entraîne, on les prépare, on fait très attention à leur rythme. Il y a un programme très spécifique, c'est des athlètes, et c'est vrai que c'est de la vitesse, parce que moi j'aime ça, j'aime l'adrénaline, il n'y a rien enfin c'est complètement pour se reconnecter avec l'animal, se reconnecter à soi, éprouver cette espèce de sensation, de fusion, sentir le cœur qui bat, être avec lui, pour lui, monter pour lui, c'est des sensations de sport exceptionnelles. Et puis c'est aussi des miroirs. Ils nous renvoient aussi ce qu'on est. Oui. Par exemple, moi, j'ai fait 2 choses grâce aux chevaux. J'ai arrêté de fumer et j'ai réappris à respirer. Et en fait, sur un cheval de course, surtout sur les pur sang, il faut reconnecter ta respiration à la sienne.
Et donc, un souffle saccadé, un stress, une appréhension, il le sent et te le renvoie en pleine poire. Donc tu as appris à quoi? À maîtriser en fait ta à te respiration, ton maîtriser, rythme? à reprendre voilà, à me recadencer, à gagner en souffle, en capacité pulmonaire, en arrêtant de fumer bien sûr. Et puis vivre des moments inouïs avec les chevaux, mais aussi avec les garçons et les filles du matin, les cavaliers d'entraînement. Enfin voilà, c'est un univers que peu de gens connaissent. Oui. Tous ceux qui ont des préjugés dessus, Sur les je chevaux de les course, invite en fait, à venir voir comment on en prend soin, comment Oui. ils sont traités dans les écuries où je monte, avec des chevaux qui vont au plus haut niveau, que ce soit à Auteuil ou à Longchamp. Voilà, l'amour qui est donné, les soins qui sont prodigués, le temps qui est passé. Voilà, c'est un grand sport et c'est un artisanat et une intention de chaque instant. Oui. Alors on peut peut-être parler plus précisément de Vie secrète et de Bénou. Ah, bah ça, si vous me prenez par les sentiments, voilà, je suis très très content de faire. On peut en parler pendant 2 heures si vous voulez, Vie secrète et Bénou. Vie secrète, c'est la jument avec qui j'ai passé l'hiver, Oui. une pure sang, un magnifique modèle que j'ai eu la chance de monter à Maison Lafitte dans la famille Lerner. Très élégante jument qui m'a énormément apporté et qui est partie à ce qu'on appelle la réforme parce que ces chevaux-là, ils ont un temps de compétition et arrive un moment où leur temps de compétition s'arrête et donc elle est partie vivre une nouvelle vie dans la Manche. D'accord. Voilà, donc là elle est partie au pré, en vacances, pour essayer de sortir de sa vie de cheval de course. On change l'alimentation, on les laisse se reposer, puis après, elle est reprise en main et elle va faire de l'équitation de loisirs. D'accord. Donc elle a droit à une deuxième vie dans un centre équestre, elle fera de la balade et autres. Une jument adorable, voilà, c'est une connexion. Dans les chevaux, j'ai eu pas mal de chevaux de cœur et parfois je me récite leur nom le soir pour m'endormir. Elle fait partie des chevaux et je remercie vraiment la famille Lerner de me l'avoir confié autant de matins cet hiver. Et puis, encore, une fois de plus, je l'ai vu gagner sa course à Cannes-sur-Mer. Enfin bon, bref, c'est voilà, c'est un tempérament. Et Bénou, c'est culte. Bénou, c'est un cheval qui a gagné énormément de courses à Auteuil. Et lui, il est plus vieux, il a 7 ans aujourd'hui. Il vit ses derniers instants de vie professionnelle. Il a le cœur et le tempérament d'un jeune coq. Et c'est un cheval pareil, ça c'est Marcel Roland et Jean-Philippe Grand à la Forêt qui m'ont permis de monter ce cheval-là. C'est un grand cheval gris. On dit que les chevaux savent lire et écrire, c'est certains chevaux, mais lui, il a une intelligence émotionnelle, humaine. Alors lui, pour le coup, il sent tout de suite qui est là sur le dos. Il peut très vite s'amuser, jouer avec son cavalier. Et j'ai appris énormément à son contact et j'ai beaucoup de gratitude pour ces 2 chevaux. Ce sont des chevaux qui m'auront vraiment marqué dans la vie. Écoute, voilà. Vie secrète et Bénou, merci de nous les avoir présentés. Ouais. Tu as commencé à monter à cheval quand tu étais enfant, alors que tu avais des difficultés scolaires, de l'hyperactivité, des formes de 10. Ouais, des additions de 10. De 10. Mais on disait pas ça à l'époque, parce qu'on nommait pas les choses. Et c'est vrai que c'était un enfer pour mes parents, pour ma mère surtout. Et c'est un psychologue qui a conseillé à ma mère. Qui a conseillé à ta mère, mets-le à cheval. On a tout essayé, vous avez tout essayé. Qu'est-ce que vous allez en faire? Les profs, elle disait à ma mère, qu'est-ce qu'il va devenir, quoi? Et puis moi, je tenais pas en place. C'est-à-dire qu'en fait, être assis sur une table, tenir un stylo, enfin, ça rentrait par une oreille, ça passait par l'autre. Bref, j'étais plus une balle rebondissante qu'autre chose, et c'est vrai que et un jour, donc à la campagne, dans la Sarthe, ma mère s'est résignée à essayer de tenter cette aventure-là. J'avais 10 ans et j'ai fait mes premiers pas à cheval au centre équestre de la Vallée avec une femme avec qui je suis toujours en contact, que j'aime énormément, qui s'appelle Nicole Pavillon, et c'est qui m'a donné ma première leçon d'équitation avec un cheval à l'époque qui s'appelait Vendéen, dans toute ma vie. Et là, tu étais obligé de tenir en place. Oui, mais alors, tout d'un coup, c'est plus devenu un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tellement fasciné par l'expérience, par ce qui se passait d'être sur ce cheval, et puis avec l'instructeur, donc cette professeure Nicole Pavillon, qui me parlait, etc., que d'un coup, ça m'intéressait. J'éprouvais une sensation de bien-être et d'être enfin à ma place. Et non pas de chercher à tenir en place, mais être enfin à ma place. Alors, il a fallu évidemment
apprendre, progresser, etc. Mais c'est un coup de foudre immédiat. C'est devenu une passion, alors. Ah oui, à partir du moment où j'ai commencé à m'approcher, à monter dessus, à me sentir enfin en paix quelque part, à l'époque, à 10 ans, parce que tout le reste me paraissait ultra compliqué. Mais c'est pas devenu toi, alors, finalement. Ça a été imposé au départ. Ça a été une proposition éditoriale faite par ma sainte mère, que je remercie, tu vois, et que, voilà, et ensuite, il se trouvait que, donc j'y suis retourné une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai passé mes étés, puis toutes mes vacances, puis tout le temps avec les chevaux. Il y avait un centre équestre près de Meudon-la-Forêt où on vivait, qui s'appelle le Club Épique des Étangs, où ma mère m'a inscrit. Ils ont fait des gros efforts financiers, mes parents à l'époque, pour me permettre de faire ça, de vivre ça. Et donc le mercredi, puis un peu le vendredi, puis de temps en temps, après il y avait les premiers concours hippiques. Quand on est dans les clubs hippiques, c'est comme ça que ça se passe, on monte 10 classiques. Et donc voilà, tout d'un coup, autre chose s'ouvre à moi, ça devient une carotte aussi. Ça devient un élément de, regarde, si tu travailles bien, tu pourras remonter, ou si tu travailles bien, je t'offrirai une trousse de pansage pour ton cheval, je t'offrirai une selle, une bride, du matériel, un nouveau pantalon de cheval. Enfin, c'est devenu une monnaie d'échange, en fait. Et donc, du coup, ça a énormément participé à me canaliser, même si ça a mis plus de temps que ça. Il a fallu encore au moins 6 bonnes années derrière pour enfin commencer à rester en place. Mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ça m'intéressait. Et quand quelque chose t'intéresse, et c'est ça que je dis souvent aux gens qui me disent « Mais ouais, moi, que j'ai pas mal communiqué là-dessus, sur l'hyperactivité ou sur les enfants qui ont du mal à l'école. » Et les gens trouvez-leur quelque chose, trouvez-leur une passion. Parle, en fait. Aujourd'hui, l'enjeu, d'ailleurs, mais c'est vrai aussi pour les adultes. Combien tu vois d'adultes qui, passé un certain âge, te disent, passé 40 ans, ça y est, voilà, j'ai un job, j'ai machin, mais je me fais je m'emmerde. Et je pense que l'ennui, c'est quelque chose qui dit la solution à l'ennui, c'est de trouver quelque chose qui te passionne vraiment. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, comme dirait le grand philosophe Johnny Hallyday. Mais tout est dit dans cette phrase. Ouais. À 17 ans, tu deviens même prof d'équitation pour des jeunes de quartiers sensibles. Ouais. Ça t'a apporté quoi, cette expérience ? C'était une expérience incroyable. En fait, j'avais un prof d'EPS qui m'a mis sur ce coup-là. Donc, c'était de donner des cours d'équitation avec un encadrement professionnel d'instructeur, de venir en renfort un été pour s'occuper d'enfants des quartiers populaires et donc des tempéraments pas faciles. Et donc, on les a accueillis en Auvergne. Et puis j'ai vu, voilà, moi j'ai 17 ans, c'est une expérience humaine. Alors déjà dans le centre équestre où j'avais appris à monter, il y avait des colonies de vacances, genre de la SNCF, etc., où des gamins venaient chaque été pour prendre des cours, et j'avais la chance, ça serait plus possible aujourd'hui pour des raisons de sécurité, d'encadrement et tout, mais j'ai emmené des groupes en balade. Moi à 14 ans, j'avais appris les bois grâce aux chevaux, et donc j'ai emmené des groupes de 10-15 gamins en balade, et aux 3 allures, j'emmenais des adultes en balade, on me confiait des groupes et tout, enfin c'est impossible aujourd'hui. Et donc là-bas, dans le même genre de beauté, on dit tiens, regarde, viens. Et donc oui, j'ai passé comme ça une quinzaine de jours et ce que j'ai constaté, c'était la même chose que j'avais constaté déjà aussi avec les enfants autistes. C'est-à-dire qu'en fait, chacun arrive dans son univers. L'enfant autiste ne fait pas un dessin, mais les gars un peu, voilà, en roulant des mécaniques, un peu, voilà, dans leur provocation aussi, que je te laisse imaginer. Et puis, arrive le moment où le cheval arrive. Tout d'un coup, la voix baisse. Là, ils sont plus du tout sûrs de pouvoir y arriver. Et puis, tu les mets à cheval. Et puis, arrive le moment où là, ils ont peur. Et puis, le moment où tu leur donnes confiance. Et là, leur énergie, elle change. Et ils deviennent tout d'un coup reconnaissants. Et à la fin de la reprise, ils descendent. Ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Ils disent merci. Et c'est plus les mêmes. Ça a changé grâce à ce truchement-là de l'animal. Les autistes, j'ai fait un parallèle au début, c'est complètement différent. Eux, ils arrivent avec leur nature première. Les chevaux captent ça. Et c'est un moment d'émerveillement et en encadrant bien sûr avec beaucoup de sécurité et d'échanges qui font que là, c'est les chevaux qui changent. Alors, il y a une très jolie phrase
que j'ai relevé dans La nuit des purs sangs, Ouais. un de tes romans. Les présentations débutent bien avant que les regards se croisent. Un cheval vous scanne au moment où il vous entend approcher et peut vous sonder jusqu'à l'âme. Ouais, c'est vrai, C'est il vous sent. exactement ça, le cheval. Exactement, il vous sent approcher, il vous voit avant même que vous l'aperceviez, et il est capable de sentir les battements de votre cœur à plusieurs mètres à la ronde. Et donc, c'est le seul endroit, un cheval dans un box, où vous amenez quelqu'un devant un cheval, où l'autre peut pas mentir. C'est un énorme détecteur de mensonges. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Au moment où vous ouvrez la porte du box, il y a le cheval et il y a la personne. Vous savez qui il est, en fait. Et vous savez si vous a menti ou pas. Ouais, Il y a pas de sujet. On va emmener le FBI. Non, mais dans chacun a l'écurie. le droit de dire, mais c'est vrai que c'est des animaux qui sont des révélateurs de vérité. Et c'est des miroirs des émotions. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi d'éthologie, où il y a des gens qui envoient des entreprises, ils envoient leurs cadres, puis ils les confrontent avec les chevaux, et ça marche assez bien. Donc là, dans ce livre, dans ce roman, Ouais. tu parles justement de l'histoire d'un homme endeuillé par Ouais, la mort de sa femme qui était enceinte exactement. et qui se remet à cheval, en fait. Qui se remet à cheval dans la vie, qui remonte à cheval dans la vie grâce aux chevaux, en se reconnectant avec les chevaux. C'est un livre sur les chevaux de course, sur Maison Lafitte, sur l'endroit où je vais souvent monter. C'est un hommage aussi au monde des courses. Oui. Et effectivement, c'est un livre sur comment sur le pouvoir des chevaux. Parce qu'il y a un réel pouvoir animal, on le sait. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincu. Et les chevaux, ils ont ce pouvoir-là, un pouvoir curatif, un pouvoir je vous dis, d'effet miroir. On peut pas leur raconter des salades. T'as jamais abandonné l'équitation? Si. Si. J'ai moins pratiqué pendant des années. J'ai toujours eu des chevaux dans ma vie, à des moments plus ou moins intenses, mais ils m'ont fait faire plein de choses. Je suis parti aux États-Unis, j'ai travaillé dans une écurie avec une américaine qui avait des chevaux. Enfin, j'ai fait plein de trucs avec les chevaux. Mais j'ai monté en Inde, j'ai monté en Asie, j'ai toujours monté un cheval. Ah ouais. Toujours, dès qu'il y a eu un cheval, je suis monté dessus. Ça, c'était dans ton époque guide du routard, Ouais, en fait. plus dans mon époque guide du routard. Et après, j'ai appris à mes filles à monter à cheval. Et là, j'ai un peu arrêté moi, parce que j'avais commencé le JT sur M6. J'avais pris une grosse gamelle à cheval. Bon, je faisais un peu attention. Et puis l'histoire m'a remis. Les chevaux sont revenus sur ma route en 2019. J'ai dû arrêter 7-8 ans. Voilà. Ouais. Et tu dis aussi dans ce livre, hein, les chevaux sont des enfants différents qui vous améliorent et vous rendent heureux. Donc c'est tout est dit là, tout non? est dit, je crois, exactement. Et puis ça t'a amené à faire aussi d'autres choses, hein, l'équitation. Tu as été un relayeur de la flamme olympique. Hein, Ah oui, j'ai eu cette chouette. chance-là, c'est rigolo. Non, mais j'ai fait plein de choses. J'ai surtout rencontré plein de gens. Ouais. Et c'est surtout un très bon vecteur aussi de communication. Déjà, on se rencontre soi, on apprend énormément sur soi. On apprend à se dépasser, on dépasse ses appréhensions, et puis on rencontre les autres. Puis autour du cheval, il y a tout un univers d'hommes, de femmes, voilà. Et puis après, dans le monde des courses, là, c'est encore autre chose qui s'ouvre, où là, il y a une sorte de communauté de gens absolument dévoués corps et âme à l'animal, aux chevaux. Moi, je vois des gens qui s'occupent plus des chevaux que d'eux-mêmes, quitte à y laisser leur santé, hein. Alors qu'ils ne supporteraient pas une seconde le moindre problème avec tel ou tel cheval. Ils font de la cryothérapie, ils prennent des bains, ils se font masser, ils ont des éthiopathes, des ostéopathes, des dentistes, évidemment des vétérinaires, ils passent des radios, des échos, ils sont, voilà, à chaque... Et c'est marrant parce que je parlais de ça avec Bert Tabas il n'y a pas si longtemps, et il me disait c'est un des endroits où les chevaux sont le mieux traités. Les gens pensent que c'est absolument... Mais je te le dis, et moi je le dis aussi, me dit-il, c'est l'endroit où les chevaux sont le plus bichonnés. Mais après, il y a quand même le destin de certains chevaux aussi, qui, une fois qu'ils ont fini leur vie de cheval de course, ils n'ont pas tous forcément une retraite. Alors, moi, c'est mon combat. Ouais. Moi, je suis ambassadeur SNCR, donc pour essayer de faire en sorte d'abord s'occuper du bien-être animal pendant les courses. On a énormément limité, par exemple, la cravache. C'est plus les mêmes cravaches. Il y a plus que 3 coups sur une course, voilà, et dans certaines conditions. Sinon, il y a des amendes, il y a des disqualifications, il y a des mises à pied de jockey. Il faut savoir que la cravache, c'est aussi un instrument de sécurité qui sert à équilibrer un cheval, parce que tu as une cravache que tu vas t'en servir. Et donc, c'est un outil
qui a son utilité. Et puis ensuite, il y a la vie après course. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un entraîneur qui m'a appelé pour me dire que tiens, j'ai un autre cheval que j'aime beaucoup qui va arrêter sa carrière et je suis en train de lui chercher une famille. Je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Au-delà des pistes, dirigée par une fille qui s'appelle Carole, où il recase à peu près 350 chevaux par an, avec de la traçabilité, où on sait exactement où vont les chevaux, etc. Alors, évidemment qu'il y a encore des progrès à faire, il y a du travail à faire, mais en tout cas, moi, je fais très très attention à ça. Parler de vie secrète ou autre, ou Benou, quand il aura fini sa carrière, je sais exactement où est-ce qu'il est censé aller, et je déploie mon énergie pour continuer à développer ça avec Au-delà des pistes et puis toutes les bonnes volontés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie d'avoir un cheval, et c'est possible, hein, un cheval de course. Il y a 2-3 choses à mettre en place avant, pour de la balade, pour les transformer en cheval de loisir. Je reçois aussi beaucoup de vidéos de chevaux qui, tout d'un coup, font des petits concours épiques avec des enfants, d'autres qui font du horseball, d'autres qui font du tir à l'arc, d'autres qui font de la balade. Il y a une vie après le sport de haut niveau. Toi, tu milites pour ça. Mais moi, je milite pour ça. Je milite pour ça. Je milite pour le bien-être animal au maximum. Voilà. Donc, c'est aussi en étant conscient des progrès qui restent à faire, et beaucoup de choses ont été faites, même avec le réchauffement climatique, on fait très attention, les horaires de course changent, alors évidemment il y a toujours des points d'amélioration à faire, etc., mais vraiment j'invite qui veut à venir voir l'investissement de ces hommes et des femmes tous les jours pour faire courir ces chevaux à si haut niveau. Il faut évidemment en prendre soin comme des athlètes qu'ils sont. Un petit mot aussi sur une association dont tu es un des ambassadeurs, l'association HOP, qui permet à des femmes qui ont eu un cancer de trouver du réconfort auprès des chevaux. C'est une association que je suis aussi. Mais t'as vu, regarde, avec les chevaux, je t'ai dit, je rencontre des gens, je peux donner du sens à ta vie en défendant des causes, le bien-être animal, on en parlait la 5e, la seconde vie des chevaux, la retraite, et là, l'équithérapie, c'est primordial. C'est Annabelle Bourron qui a monté cette association, parce que tu la connais. Elle fait un travail formidable. L'idée, c'est de permettre à des femmes qui traversent la maladie, et Dieu sait s'il y en a, de leur donner des moments de partage avec les chevaux via des principes, c'est les principes de l'équithérapie. On les met en contact avec les chevaux, de certains chevaux, certains types de chevaux qui sont pareils en deuxième, voire en troisième vie. Il y a des hugs, il y a... oui, il se passe quelque chose. Mais il se passe un truc de dingue. Sûr, Là, j'étais avec le Cercle Grus, la famille Grus, ils ont monté un centre d'équithérapie, ils ont commencé les premières séances, ils m'ont envoyé des photos ce matin, ils me disaient « Tu peux pas savoir comme c'est dingue ». Et en fait, le contact avec l'animal fait que quelque chose se passe, les gens lâchent. T'as vu ce cheval qui va dans les hôpitaux pour accompagner des mots. On a reçu Hassan Bouchakour ici, oui. Mais c'est dingue ce qu'il fait. Oui. Il va accompagner les gens en soins palliatifs pour accompagner l'âme qui part. Donc ce pouvoir animal-là, il faut en prendre soin, il faut le rendre public, il faut amener les gens à cette compréhension-là. Et on voit moi, je suis un gars ou une fille sur Instagram, ils sont deux à faire ça. Je sais pas si t'as vu ça. J'ai pas le nom en tête, mais ils mettent des gens sur une table de massage et les chevaux, ils viennent comme ça. Et t'as le nez, t'as le souffle du cheval sur toi qui t'apaise. Ils méditent là-dessus. C'est dingue. Alors ça, c'est des méthodes américaines. J'ai pas le nom en France, mais bon, voilà. Il y a des tas je te montrerai. Il y a des tas de choses qui se passent avec les chevaux. On a besoin d'eux. Il faut les respecter, les aimer. Ils nous donnent tellement. Et puis leur donner et expliquer au plus grand nombre qui ont des problèmes de comportement, mais quels que soient les âges, d'hyperactivité, j'en parlais ou autre, d'aller essayer même ne serait-ce que de caresser un cheval. C'est une expérience en soi. C'est une expérience que je recommande, exactement. Alors, on va terminer ce chapitre sur les chevaux. On va ouvrir le chapitre des chats. Avant ça, une toute petite séquence chien. Est-ce que tu peux nous parler du chien Open ? Ah, Open, t'es bien très, très, très bien renseigné. Un jour, j'ai l'idée, mais ne me demande pas comment. Je me souviendrai toujours. C'était pour les 70 ans de mon père. Et on cherche une idée. Il s'était installé à la campagne avec ma mère dans la Sarthe, là. Et je propose l'idée de leur offrir un chien. Et c'est quoi comme chien ? C'était un labrador. Ok.
sublime labrador. Mais il marchait un peu comme un pitch, comme ça. Tu en revois un peu des mécaniques et tout. Et puis il était incroyable, ce chien. Il était, voilà. Et au début, ils ont dit, il y a pas ma mère était affolée. Et puis, tellement affolée qu'elle a voulu, au bout d'une semaine, le rendre à l'éleveur. Et puis, au moment de le rendre à l'éleveur, il dit, mais je peux pas faire ça, en fait. Et puis, il y a un lien qui s'est fait avec ce chien-là. Et donc, à 70 ans, mes parents, qui après avoir élevé 7 enfants, pensaient avoir un peu de tranquillité devant eux, et se sont retrouvés avec ce chien. Avec une boule d'énergie. Qui a été une boule d'énergie, qui dans les jambes. Sautait partout dans les jambes. Il a fait tomber ma mère, qui s'est cassé le bras la veille de mon mariage. Enfin bon, bref. Elle ne voulait pas que tu donnes ta main, paraît-il. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, t'es bien renseigné. Ton premier mariage. Ouais, exactement, mon premier mariage. Je pense qu'elle, je sais pas, elle voulait pas que. Mais bon, ce chien, il a été, c'est devenu, voilà, une star dans la famille. Il avait juste un problème, c'est qu'il se cassait, il fuguait. Ah, ok. Beaucoup. Et hélas, un jour, il est jamais revenu. Il s'est fait écraser par un camion. Paix à son âme. Mais c'était marrant je réalisais pas à l'époque le défi que j'envoyais dans l'univers pour mes parents, d'aller à 70 ans devoir s'occuper d'un... Parce que c'est des chiens très très péchus et qui grandissent très vite et qui ont beaucoup de force. Quand même. Oui, qui ont beaucoup de force, ouais. Bah, ça peut peser 35-40 kilos. Petite erreur de casting, peut-être, mais merveilleux. Peut-être qu'un bichon aurait été plus adapté. Peut-être qu'un bichon, ou comme le colonel là, que j'ai vu tout à l'heure. Colonel. Non mais il est mignon, il est adorable. Il a du speed aussi, il court. Ouais. Donc les chiens, non, j'ai pas une... Ouais. Alors parlons des chats maintenant, puisque Xavier, tu partages ta vie avec 4 femmes, ta femme Anaïs, 3 filles, et heureusement, 2 petits mecs. 2 petits mecs, 2 chats, ouais. 2 chats. 2 chats. Alors moi, les chats, au départ, ça a fait 14, et en fait, j'ai appris un peu par la force des choses. Mais j'avais déjà quelqu'un qui me disait, mais moi j'ai des chats, ça équilibre ma maison, l'énergie et autres, etc. Je dis, voilà, qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, c'est vrai. Et donc j'ai découvert les chats sur le tard. C'est ma fille Tosca qui, petite, m'a tanné pour avoir un chat. J'ai dit non, j'ai refusé. Et puis on a fini par avoir un chat. Et donc d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelle Le petit chat est mort. Exactement. Le petit chat est mort. Et donc mon entrée dans les chats s'est fait grâce à mes enfants. Et puis après cette aventure, on a laissé passer du temps. Et puis voilà, j'ai 2 chats, deux sacrés de Birmanie, qui vont faire The Voice. Ils s'appellent Peter et Preston. Et je pense que Preston est en train de préparer The Voice dans mon dos. Pourquoi? Ou un télécrochet, parce qu'ils chantent la nuit. Ils chantent, ils vocalisent la nuit. Ils chantent. Mais tu dors avec, paraît-il. Ouais, c'est pas moi qui dors avec, c'est eux qui dorment avec. Alors, ils sont hyper ritualisés, ils viennent chacun sur le pied du lit de l'autre, montent sur le lit. Enfin, c'est incroyable. Et surtout, ils ont une espèce de fascination totale pour ma femme, qui suivent partout. C'est des chiens-chats. Moi, alors là... C'est Preston quand même, Si, oui, lui, il est très proche mais je suis proche des deux en réalité. Oui. Mais avec ma femme, elle fait ça à tout le monde, je sais pas, il y a une espèce de pouvoir d'attraction qu'elle peut avoir. Elle est formidable, ma femme. Et donc, les deux, ils ont suivi la suivent partout, quoi. Mais elle va dans la salle de bain, ils attendent à la porte qu'elle est finie, quoi. Mais c'est bon, elle va pas s'envoler, là. T'es un peu jaloux? Non, je suis fasciné par ça. Et surtout, j'adore passer du temps à les regarder. Oui. Et voilà, c'est 2 frères. Je sais pas s'ils savent qu'ils sont frères, mais je trouve que les observer, c'est des très bons enseignants. Ah bah les chats, de toute façon. Et je pense qu'il y a, on peut avoir des chats sans les calculer. Ils sont là, machin. Et moi, j'aime bien prendre le temps. Oui. Et comme tu es écrivain, auteur, on dit quand même que le chat est l'animal idéal pour effacer ta copie, pour écraser ce que tu as fait, pour venir sur si tu laisses avec Peter, si tu laisses traîner tes feuilles, t'as imprimé la moitié de ton livre, il le déchique en deux, tu le retrouves un à Berlin, l'autre à Rome, l'autre voilà, donc c'est fini. Après, tu es moi j'écris beaucoup sur mon lit, en train de travailler, etc. Le chat, il arrive, il passe sur tes touches, il se met devant ton écran, il te montre son cul pour que, il te balaye avec la queue. Non, c'est pas le moment. Mais moi, ça me fait marrer. Il y en a un qui a pété mon ordinateur une fois, enfin, pas les deux, mais les autres. Non,
Pour travailler tranquillement, les deux, je suis pas sûr. Ah, ok. Mais en tout cas, pour les observer, voilà. Non, mais la carte postale du chat qui est là, toi tu travailles, et puis tu le regardes et l'inspiration te vient. C'est pas que ça, hein, c'est aussi des gros. C'est des moments qu'ils choisissent pour venir te coller, foutre des poils partout dans ton clavier, etc. Mais moi, ça me fait marrer. Alors, comme tu le disais, ce sont des chats qui sont arrivés après un autre chat. C'était Ouais, Minot. voilà, c'est ça, Minot. Ouais. Minot, Ouais. qui a une durée de vie assez courte. Assez court, problème de cœur, mort, de cœur. ouais, donc à peine arrivé, reparti, mais c'était à une période de transformation majeure dans la vie de la famille. C'est ça. Et donc il est arrivé à un moment donc avec de grosses politiques syndicales à la maison, hein, puisque le syndicat majoritaire, à savoir mes enfants, ont eu gain de cause face au patronat qui ont représenté ma femme et moi. Ils avaient acheté ma femme pour pouvoir avoir une voix supplémentaire, donc j'ai cédé. Et donc moi, au départ... Et puis je suis tombé très vite très dingue de ce petit chat. C'est lui, hein, sur ouais, c'est lui. Ouais. Qui avait une personnalité assez, pour le coup, assez très singulière, avec une démarche comme ça, très silencieuse. Je dis pas que les autres le sont pas, hein, mais vraiment lui. Et donc j'ai été très vite conquis. Et puis donc il a eu ce problème cardiaque qui fait qu'il est mort en 4-5 mois à peine. Enfin, que c'est une maladie assez récurrente chez les jeunes chats. Et dans un contexte assez particulier. Et en fait, dans un contexte très difficile, avec plein de gens entre la vie et la mort dans mon entourage à l'hôpital, un meilleur ami qui venait de mourir. Enfin, ça a été une espèce de loi des séries comme ça. Et c'est vrai que... Est-ce que sa mort a justement peut-être cristallisé un peu... J'ai écrit ce livre-là dans ce contexte-là. C'est vrai que c'était un contexte pas drôle, où il y avait vraiment beaucoup de gens de mon entourage qui partaient, ou qui étaient entre la vie et la mort, ou qui vivaient des moments très compliqués. Et puis lui, est parti aussi très très brutalement dans ce contexte très particulier. Ce qui fait que Le Petit Chat est mort, c'est l'histoire de l'arrivée de ce chat dans cette famille qui va tout bouleverser. Et puis c'est aussi un livre sur les hommes et sur leur rapport à la vie et sur la famille. Oui. Alors tu décris le chat dans ce livre comme étant un chasseur de spleen, un attrape-cœur délicieux, un masseur de l'âme et une bête à chagrin. Ouais. Tout ça, c'est ça. Dans un petit être comme ça. Mais c'est vrai, c'est très bien résumé, je trouve. Ouais, mais on peut le dire aussi des autres animaux, des animaux en général. Mais c'est vrai que les chats, le chat en l'occurrence, c'était ça qui m'était venu à l'esprit. Le cheval, c'est encore différemment parce que c'est un réparateur d'énergie, moi, ces chevaux-là, les chevaux que j'aime vraiment, ça devient des amis, des frères, quoi. Ils foutent moins le dawa que les chats, mais ils ont un pouvoir aussi de transformation. Les deux, les chats et les chevaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de chats dans les écuries. Oui. Les chats gardent les écuries, évidemment, les souris. Mais ça fait partie, du décor. d'une écurie. Ouais. Le titre, Le Petit Chat est mort, c'est inspiration Renaud ou plutôt Molière ? Les deux, plutôt Molière au départ. Et puis c'est vrai que mais c'est marrant parce que chez Molière, on associe ça à la perte de la virginité. Enfin bon, tu connais le contexte. Chez Renaud, c'est vraiment son chat qui est tombé du balcon. Et je sais pas si vous avez vu, il y a eu le documentaire récemment incroyable avec sa femme qui témoigne et tout. Et puis on parle de cet épisode-là du chat. Elle est bouleversante cette chanson. Hein. Ouais. Le Petit Chat est mort. Il est tombé du toit. Donc non, au départ non, c'était plus c'était plus Molière. Ouais. Mais un titre moi qui a fait écho en tout cas. Et donc est-ce qu'on peut aborder cette étape de la mort d'un animal, puisque tu as été confronté à ce moment-là ? Est-ce que... Alors là, il était malade. Comment on se prépare à la mort d'un animal ? Là, il n'y avait pas le temps de se préparer, parce qu'il est parti chez le vétérinaire à 13h, à 16h, il était mort, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas un truc... moi, je vois plein de gens autour de moi qui accompagnent des chevaux, leurs chiens. J'en ai vu plusieurs, là, récemment, qui sont atteints d'un cancer. Donc, ils les accompagnent à la chimio, au machin, au truc. Enfin, c'est un truc de dingue, hein, quand même. Donc, de constat, la médecine qui progresse énormément, qui permet aussi de prolonger la durée de vie des animaux. Et comment on se prépare jamais bien. Et puis surtout, c'est hyper, comme je le disais dans le livre, c'est un sujet hyper tabou, tu vois. Les gens d'être endeuillé par la mort d'un animal. Les gens te disent, attends, t'es gentil, vas-y, tu nous emmènes avec ton chat. Tu vas pas chialer pour un chat. Vas-y, next. Alors un chien, pas son corps, mais un ça chat. Va, son chat. Voilà, donc.
Et je trouve ça sordide et en fait infect et dégueulasse. Et d'ailleurs, je crois que c'est en Suisse, hein, il y a une journée de deuil qui a été proclamée pour que les gens puissent pleurer leur animal. Et moi, j'ai reçu un nombre de courriers après le petit chat est mort de gens qui me mais tu peux pas savoir. Il est sorti en 2020, j'en reçois encore des messages de gens qui me disent mais merci d'avoir mis les mots sur parce que j'ai dénoncé ça justement les gens qui savent pas, qui permettent de juger ceux qui ont perdu un animal de compagnie, mais sans déconner, mais j'ouvre les guillemets, mais allez mourir, quoi, les gars, tu vois. Non, mais non, mais c'est tellement violent. On peut pas avoir. C'est des membres de la famille. Ok, ils parlent pas, mais ils traversent tout avec toi, avec les enfants, avec famille ou pas famille, mais ils traversent ta vie, ton intimité, ton lit, tes réveils, ils t'entendent tes conversations, ils absorbent ça. Et donc, foutez la paix aux gens qui ont perdu des animaux et laissez-les être tristes et arrêtez de les juger. Et c'est normal et c'est sain, il faut laisser couler. Il faut laisser couler. Et donc, je trouve que on devrait nous aussi avoir un temps de recueillement reconnu, officiel. Et ça l'est de plus en plus, parce que justement, avec les réseaux sociaux, etc., ça joue un rôle. Et on est plein à défendre le chagrin animal. Oui. Alors, dans ce livre, pardon, mais j'aime ce que tu écris. Donc, dans ce livre, tu dis « Mieux vaut ne pas parler de la mort d'un chat avec tout le monde. On risque une autre blessure et la septicémie du chagrin. Réservons cet échange aux doigts de notre main. Faisons de ce chemin un parcours silencieux. » Ouais, ne pas aller se confier à tout le monde pour ne pas avoir ce genre de réflexion, justement. Mais c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, vaut mieux se raconter à son chat qu'à trop de gens, à trop d'humains. C'est choisir les gens qui méritent qu'on leur parle de ça aussi. Et je dis ça, c'est sans arrogance, c'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont en état de comprendre, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que si on va direct se précipiter vers quelqu'un qui tire sur les chats avec une carabine à plomb, on va avoir du mal à être compris. Il faut quand même aussi être un petit peu psychologue dans sa peine, mais de toute façon, c'est un chagrin intérieur et ça dure longtemps. Et ça dure longtemps, et parfois... C'est comme toutes les peines. Je ne sais pas si on s'en remet, mais on peut vivre avec ses morts aussi. On peut vivre avec eux, mais je te dis, je ne sais pas si tu as vu, là, mais il y a des pays qui deviennent complètement fous avec ça, avec les chats, notamment au Japon. Le chat, c'est quand même un animal... Et puis avec l'IA, maintenant, on peut ressusciter son chat, quoi. C'est flippant. Ouais, c'est un peu flippant. Ouais. On part en forêt ? Allez. On part en forêt avec donc ton nouveau livre, Le chemin des gens perdus. Est-ce que tu peux nous le pitcher ? Donc c'est une bande de jeunes, de quarantenaires plutôt. Alors au départ c'est une bande de quarantenaires, de trentenaires qui vont en enterrement de vie de garçon, mais le pitch du livre, pour faire très très simple, c'est 4 personnages qui sont perdus dans une forêt, qui se connaissent pas, et qui vont devoir se rencontrer, et qui pour s'en sortir vont pas avoir d'autre choix que d'affronter leur vérité. Et c'est un livre sur l'acceptation, le chemin, ça dit ce que ça veut dire. Et puis, où la forêt, la nature, le vivant a un rôle très très important. La forêt, c'est le personnage principal du film. Et alors pourquoi justement la forêt ? Elle capture, et puis elle te capture, elle te prend, elle te malaxe, elle te perd. Et puis elle peut te libérer aussi, ça c'est sa nature, et pour moi, c'est sa fonction première. Moi, j'ai un contact très particulier avec les bois, je te le disais, je les ai connus, les bois avec les chevaux, et donc... c'est ta safe place. C'est ma safe place. Et ma femme, elle dit souvent, d'ailleurs, tu n'as aucun sens d'orientation en ville, mais dans une forêt, tu peux te repérer. Et c'est vrai que un peu comme un sanglier, non ? Ouais, voilà. Je sais pas, comme ça qu'elle m'appelle. Mais non, mais la forêt, pour moi, c'est un endroit essentiel. Moi, j'ai la chance de pouvoir la traverser, avec les chevaux le matin dans les écuries. Et donc, c'est un personnage qui... C'est un personnage à part entière dans ce Oui, et livre. puis je l'ai pas inventé, même dans les contes, depuis toujours, la forêt, c'est un lieu que tu traverses pour te transformer aussi. C'est un lieu mythologique, c'est un lieu mythique, mythologique, c'est un lieu mystique aussi. Et puis, c'est un lieu où tu sèmes des petits cailloux pour essayer de retrouver ton chemin. C'est un lieu de légende, donc et comme ce livre est un conte, une fable, autour de l'acceptation, du deuil, des chagrins aussi, et puis de l'amour, de ce qu'on porte en soi et qui pèse trop lourd, et donc ce à quoi il faut arriver à penser parfois, en tout cas essayer de tendre à se libérer, ça peut prendre une vie. Donc c'est ça le chemin des gens perdus. Et c'est un hymne vivant, et c'est aussi pour dire que la nature, à force de lui cracher à la gueule, si on continue comme ça, elle va finir par
se révolter, et elle a déjà commencé. Et toi, ton chemin à toi, Xavier, c'est justement en contact avec la nature et avec les animaux. Moi, mon chemin à moi, c'est très simple, hein, c'est le vivant et la beauté, c'est de me réconcilier avec, ou en tout cas de trouver la force de tenir dans cette époque grâce à la beauté du monde que nous délivre et nous donne la nature. Donc moi, j'ai un besoin viscéral d'aller en forêt, et puis le vivant, les animaux, il y en a. C'est marrant parce que je me rends compte que j'en ai beaucoup dans mes livres. Tu vois. Oui. Il y a les chevaux, les chats, là, il y a les chevreuils qui jouent un rôle très très important. Observer les chevreuils, c'est les voir passer. Pour moi, moi j'y vois vraiment des messagers de la vie, quoi. Donc c'est beau cette nature-là, et c'est à la fois mon médicament, mon oxygène, et j'encourage tout le monde. Alors après, c'est très très compliqué la nature, parce que souvent quand tu es cerné par les problèmes, les difficultés, quand tu es oppressé, tu es que focalisé sur ton problème. Et regarder la nature, on te dit à l'autre, quand tu es gentil, on levait le soleil, mais là je suis trop dans la merde et tout, donc c'est trouver le bon moment pour sortir du problème qui t'obsède, pour prendre le temps de regarder la nature qui va peut-être c'est un pas de côté, t'aider, mais qui va peut-être en tout cas qui n'est pas à l'abri de t'aider à améliorer ton problème. C'est ça que je dis. Faut juste trouver le petit axe le petit pas de côté pour arrêter d'être focus sur ce qui t'angoisse, prendre une respiration, aller vers la nature, et là, parfois, il y a des signes dans la nature. Moi, je suis pas le premier à l'avoir dit. Baudelaire, Correspondance, il l'a dit avant moi. Est-ce que dans tes fonctions de journaliste et de présentateur du 1945 sur M6, est-ce que tu essayes justement dans tes choix éditoriaux de faire un petit peu des sujets autour des animaux, de la nature? Mais grave. Oui. Mais j'ai une réputation à la rédac. Non, mais si c'était que moi, il y aurait une rubrique, tu vois, il y aurait un truc, voilà, tous les jours. Non, on est, je pense, le JT où il y a le plus d'animaux. D'accord. Ouais, si tu fais un comparatif, voilà, tu verras que les chevaux, bien sûr, et puis les animaux, ouais, tout le temps, tout le temps. Parfois trop. Il y a des moments, il y a des trucs, des enchaînements. Tu dis, voilà, il y a quand même beaucoup d'animaux là. Donc, mais ouais, dès que c'est possible. Puis la cause de la défense des animaux, la cause animale, on est très très vénère là-dessus, nous. Enfin, très vénère. On est très sur ce sujet-là, et on pour essaye éveiller les consciences, pour éveiller les consciences, et puis oui, c'est vraiment pour moi une cause qui m'est tellement chère que. Quel est ton rêve aujourd'hui, Xavier? Mon rêve, d'avoir un endroit où je pourrais justement, on en parle souvent avec ma femme, avoir plein d'animaux. Mais moi, des ânes, des chevaux, bien sûr, des ânes, des chiens, des chats, des poules. J'aimerais bien avoir une sorte à Paris, c'est pas possible. Ouais, une ménage de Noé, mais joyeuse, avec cette variété. Et puis, ils nous donnent tellement, ils ont tellement à nous apprendre. La question, c'est comment ils nous tolèrent encore sur cette planète. Parfois, je me la pose. Mais parce qu'il reste quand même des ambassadeurs comme toi. Évidemment, justement. mais surtout, voilà, on est. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir sans humains, le monde il peut continuer à tourner. Sans vers de terre, le monde il s'arrête. Tu savais ça? Donc c'est QFD, j'ai envie de dire. Voilà, donc je rêve d'avoir un endroit, une safe place. On parlait de safe place, c'est marrant. Avec un peu de forêt. Pas trop loin d'une forêt, avec des chevaux réformés, pourquoi pas aussi, les aider à prendre une retraite sympa. Avec des chiens, des chats. C'est très simple, mais la nature et du vivant. Merci Xavier. Donc Merci. On rappelle ton livre qui vient de sortir, Le chemin des gens perdus aux éditions Flammarion, et puis les deux autres, Le petit chat est mort et La nuit des purs sangs. Et puis on te retrouve tout l'été aussi dans 1001 vies 2 sur RTL. À partir du 23 juillet à 21h. Voilà, et bien on écoutera les interviews que tu mènes. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci.